Je ne suis pas trop spécialiste de Fernand Pouillon, pour une bonne raison, c'est que je n'aime pas tellement les spécialistes. Et si j'ai fait de l'architecture, c'est parce que justement c'est une discipline qui, si on se débrouille bien, on peut faire plein de choses différentes dans plein d'endroits, avec plein de personnes, et c'est le côté passionnant de notre métier. Alors, quand j'étais architecte, non, je ne vais pas parler de ma vie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et comme je suis très bavard, ce n'est pas le sujet. On a 25 minutes, c'est très court. Donc, je vais me concentrer sur un exemple particulièrement démonstratif de Fernand Pouillon, que beaucoup de gens connaissent, qui sont le climat de France, autrement appelé les 200 colonnes. Et à travers cet exemple, je crois qu'on va comprendre quel est le côté exceptionnel ou extraordinaire de Fernand Pouillon. En petite introduction, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Fernand Pouillon, il y a 3 ouvrages qui vous permettent d'en savoir beaucoup. Il y a d'abord ses mémoires qui ont été publiés en fin des années 68, que j'ai lus pratiquement quand c'est sorti, et j'avais 20 ans. Vous voyez que j'ai un peu de recul sur la question. Et donc j'ai trouvé ce roman extraordinaire, mais je l'ai lu comme un roman. Comme je savais en plus qu'il était marseillais, je me suis dit, bon, bah ouais, les architectes, c'est bien déliré. Mais ce qu'il raconte, c'est assez intéressant et c'est assez surprenant. Il a plein de vies. Il a une agence à Alger, une autre à Téhéran, une autre à Paris. Il est fiancé à une princesse iranienne. Il a des femmes un peu partout, des enfants encore plus. Il a une vie débordante et surtout de travail. Il se couche avec un somnifère, il se réveille avec un excitant, il dort que 5 heures. C'est une pile. Et il met son énergie, évidemment, pas simplement à avoir une vie plus ou moins luxueuse, mais surtout à avoir une vie intense de constructeur et d'architecte. Donc lisez ses mémoires, elles sont encore achetables aujourd'hui, c'est un peu un gros pavé, et la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même pratiqué Fernand Pouillon un certain temps, ainsi que les gens qui étaient autour, y compris ses chefs d'agence, et je n'ai jamais pris ses mémoires en défaut. Donc ma position de jeune homme de 20 ans a dit oui, ben, il en a rajouté 3 couches, c'est pas vrai. C'est invraisemblable de voir tout ce qu'il a fait, comment il l'a fait, mais dans les mémoires, c'est raconté de son point de vue, évidemment, mais d'une manière très proche de la réalité. Il faut savoir ça. Ça, c'est le premier élément à lire. Le deuxième élément, c'est Les Pierres sauvages, qui est un roman qu'il a écrit, et là encore on est dans l'exceptionnel, il a écrit en prison. En 61, Fernand Pouillon a été mis en prison, pour plein de raisons, je ne viendrai pas là-dessus, c'est trop long. Et il a déjà une vie fastueuse, une vie, il parcourait le monde, il parcourait les gens célèbres, il parcourait les belles femmes, enfin bref, une vie très haute, très dense. Et par les hasards de la vie, par les erreurs successives, il s'est retrouvé en prison, seul. Dans une prison, dans une cellule de prison, je crois que c'est la santé même, abandonné de tout le monde. Parce qu'évidemment, quand on est jeune, beau, riche et célèbre, on a plein d'amis, ça c'est pas dur. Mais quand on est dans une prison amaigrie, malade, au bord du suicide, parce que le passage était quand même très difficile, que même la famille s'est évanouie, il reste pas grand-chose, peut-être quelques amis encore. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, il va trouver des ressources, pas pour se suicider, qui était à l'abandon du terrain, il va trouver des ressources pour écrire ce qu'il n'avait jamais fait, un roman, mais un roman historique. Il va s'identifier à l'abbé constructeur du Toronnais, qui correspond à sa logique, son fantasme d'architecture, et il va demander à avoir plein de livres historiques pour travailler. Et il va travailler comme un frénétique, il va se mettre dans la peau de cet abbé, et il va travailler, il fait un travail d'architecte dans la littérature. De toute façon, il y a des rapports souvent très forts. Et quel travail d'architecte il fait? Un travail de contenu, de fond, de qu'est-ce que je dis, pourquoi je le dis, mais aussi un travail de forme. L'un n'étant pas distinct de l'autre, surtout dans la littérature, et même dans l'architecture. Et là, comme il n'avait jamais écrit, il réécrit plusieurs fois. Il dit, mais non, j'écris trop joli, je fais trop d'effets, je fais des effets. Et il dit, si je dois raconter l'abbaye du Toronnais, je dois trouver une écriture cistercienne. Cistercienne. Et c'est ce qu'il va trouver. Il va réduire son style pour en maintenir la quintessence.
il va publier son premier roman qui va avoir le prix des Deux Magots l'année d'après. Premier roman, prix des Deux Magots. Vous pouvez le lire parce que ce livre, c'est un très beau roman. Ce n'est pas qu'un roman. Vous apprenez beaucoup de choses sur le XIIe siècle. Et après, pour ceux qui ne l'auront encore pas fait, il faut évidemment aller visiter l'abbaye du Toronnet, qui est absolument magnifique, et de préférence, écouter un concert. Et là, vous aurez une expérience de l'architecture et de Pouillon qui sera très forte. Enfin, dernier point, j'ai l'immodestie de vous recommander la monographie que j'ai faite il y a maintenant 36 ans. Un certain nombre de personnes bien intentionnées me rappellent que cette monographie est la plus complète, au moins sur le plan visuel, sur tout ce qu'a fait Fernand Pouillon, y compris les 30 villes d'Algérie où je suis allé, où il a développé des hôtels, des bâtiments touristiques. Donc, Fernand Pouillon, que j'ai pratiqué, j'ai été un ami, on a coupé des oignons ensemble, c'est un signe de l'amitié, ça, pour moi. Eh bien, le rapport que j'ai avec Pouillon fait que quand on a été avec un ami, on va pas faire, surtout quand il est décédé, je ne suis pas rentré dans la spécialisation. On m'a demandé de faire des conférences ici, là. J'en ai fait un certain nombre, mais justement, je ne voulais pas cette spécialisation. Alors, j'ai fait quand même cette monographie à l'époque grâce à Lucan, qui a le premier dans AMC à avoir dit « Attention, Fernand Pouillon, c'est important », et c'est le premier à avoir fait une analyse des 200 colonnes. Et nous, jeunes architectes autour des années 80, on ne connaissait pas Fernand Pouillon comme architecte, puisque presque rien n'était publié. Et là, on a eu le choc, on a dit, mais c'est incroyable, comment il a pu construire une chose pareille? Donc on s'est dit, il y a sûrement d'autres choses qui existent ailleurs, et j'ai contacté à ce moment-là Fernand Pouillon avec mon plus beau téléphone, un inconnu parfait. On s'est rencontrés, on s'est entendus, et le livre est né. Alors ce livre, aujourd'hui, évidemment, il n'est plus disponible depuis longtemps, mais l'école de Lausanne m'a demandé gentiment s'il pouvait le scanner. Donc le livre existe scanné en PDF. J'ai donné à Karim. Donc ceux qui voudraient pouvoir parcourir ce livre, ils s'adressent à Karim qui l'a en PDF. Voilà. Ça, je finis donc sur quelques informations pour débrouiller le problème de Fernand Pouillon. Comment est-ce qu'on accède au PowerPoint ? J'ai soif. Alors par contre, comment est-ce qu'on fait pour le mettre en diaporama? Ben, ça me À partir suffit, du là, début, je vais oui, ça courir, là. devrait aller. Ah ben non. Voilà. Sur la page d'avant, ça me plaisait mieux, c'était possible. C'est-à-dire Ah ben là où on voyait les petites icônes à côté. Oui, non, ça va, je vais me débrouiller avec ça, parce qu'avec ça... Il vaut mieux comme ça, Félix. Hein? Oui, c'est mieux comme ça. Oui, bien sûr. Et avec ça, on arrive... Tiens, c'est mouillé, c'est bien. La petite flèche de droite. Avec ça, on change comme ça. Voilà. Magnifique. Et il y a un pointeur laser. Oh là là. C'est vraiment trop bien. Hein. Laser. Il n'est pas terrible. Hein. J'en ai un plus fort, moi. Oh. Non, pas vraiment. Bon. Ouais, c'est ça. C'est quand c'est tangent. C'est un beau portrait de lui. Alors, voilà la bête. Voilà cette œuvre tout à fait incongrue et tout à fait exceptionnelle. Alors pourquoi exceptionnelle? Parce que nous sommes encore dans l'Algérie française, nous sommes à l'année 57. Et là, M. Chevalier, le maire de Marseille, lui demande de venir pour construire un nombre très important de logements. Et on lui montre un terrain impossible, très beau parce que très en pente sur la mer, mais avec des problèmes de fondation insurmontables. Et puis en plus, l'urgence de construire beaucoup de logements pour les Algériens les plus pauvres. C'est dans ces endroits-là, les Algériens étaient dans des bidonvilles.
Les bidonvilles, c'est quelque chose qui est resté longtemps, même en France. Moi, quand j'étais à Paris, jeune étudiant, je me souviens à Nanterre, jusque dans les années 70-80, il y avait encore des bidonvilles à Nanterre. Alors s'il y a des bidonvilles à Nanterre, vous imaginez que dans la banlieue d'Alger, il y en avait beaucoup, dans des conditions absolument terrifiantes. Donc nous sommes dans l'urgence absolue, avec un maire qui lui dit « mais il faut construire très vite pour plein de gens, parce que là, c'est la catastrophe ». Et Fernand Pouillon avait évidemment l'idée de cette urgence. Et bien qu'ayant l'idée de cette urgence, il se dit « mais c'est pas parce qu'il y a urgence qu'on va construire n'importe quoi, on ne va pas faire des cités de transit ». Et donc, il venait de signer Marseille, qui était déjà une œuvre importante, qui l'a permis de mettre le pied à l'étrier pour Alger. Et donc, ce qu'il va faire, c'est invraisemblable, parce qu'il fait un premier projet un peu plus banal. Et puis, au moment de rendre le dossier, il a fini l'appel d'offres. Il se dit, c'est pas très bien. C'est pas très bien. C'est-à-dire qu'il avait un problème par rapport à la pertinence de son geste ou la pertinence de son œuvre. Il a abandonné le projet, il a dit à son équipe, mettez-vous en vacances, on jette le dossier. 3 mois de travail, toute l'agence était, c'est pas possible, patron. Bon, j'ai discuté avec le chef d'agence de ça, tout ça était authentique. Et il a dit, je vais partir avec une équipe restreinte, survoler le Sahara, manger dans le désert, faire autre chose, me laver la tête. Le processus de projet est un processus énigmatique. On n'est jamais arrivé à le coincer dans les méthodes, dans les méthodologies, tout ça. Enfin, on l'a essayé depuis longtemps, mais on y arrive très peu. On y arrive très peu, pourquoi? Parce que dans le projet, il y a des côtés logiques, il y a des côtés programmatiques, il y a des côtés rationnels, bien sûr. Mais il y a aussi un côté poétique, ou un côté symbolique, ou un côté historique, et celui-là, on ne sait pas le maîtriser. On ne peut pas mettre le programme dans une machine qui va nous pondre le projet. Ça, dans tous les grands architectes et toutes les grandes architectures du passé ou du présent, ça ne se passe jamais comme ça. Même Le Corbusier, dont on a dit qu'il était rationaliste, les mauvaises langues fonctionnalistes, soi-disant, il y a une logique du projet, il nous fait vers une architecture, puis en fait, après, il nous sort Ronchamp, où il n'y a plus du tout de logique, et c'est un bâtiment magnifique. Il va faire plein de cités radieuses. Bon, là, il y a une logique moderne, puis vous allez sur les toitures, il se passe plein d'autres choses. Donc c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Fernand Pouillon? Fernand Pouillon, c'est pas un moderne du tout. C'est pas un moderne du tout. Vous savez qu'être moderne, à l'époque, c'était clair. Être moderne, c'était 5 principes. De mémoire, c'est la fenêtre en longueur, le toit terrasse, le pilotis, la façade libre, le plan libre, et j'en rajouterai une 6e parce que celle-là fait beaucoup de mal, l'axe nord-sud, le célèbre axe nord-sud. Toutes les cités radieuses sont nord-sud. Vous allez à Marseille, qui est un bâtiment extrêmement intéressant, mais ça vient se poser n'importe comment, enfin, comme ça peut dans la ville, parce que nord-sud. Ça, c'est de la psychorigidité absolument inutile. Pourquoi on fait nord-sud? Parce que dans l'entre-deux-guerres, le mouvement moderne s'est dit « Oh là là, il faut vraiment nettoyer la vieille ville, c'est pas sain. » On donne une vision hygiéniste, on disait ben, « Nord-Sud, ça permet au soleil de rentrer un maximum. » Peut-être, mais quand on est dans les pays du Sud, on n'a pas envie que le soleil rentre un maximum. On veut au contraire s'en protéger. Et Nord-Sud, c'est la pire des positions. Parce que vous ne pouvez pas mettre de brise-soleil sur le Nord-Sud. Quand le soleil rentre à l'horizontale, vous pouvez mettre tous les brise-soleil que vous voulez, ça ne sert pas à grand-chose. Donc cette option-là n'était pas très utile, quoi. Donc ces cités radieuses, alors il y en avait une juste avant, qui a été faite par Luis Miguel, élève de Le Corbusier. Il nous a fait un bâtiment, une biscotte, il y a une grande pente, il a fait exactement le contraire de Fernand Pouillon. Il l'a mis transversal à la pente. Il n'y a aucun espace extérieur possible. Aucun. Puisque dans la pente, on ne sait même pas mettre une terrasse, et ça arrive dans un nœud routier, avec des voitures qui passent sous le bâtiment. Alors après, on peut faire tous les discours avec la rue intérieure, etc. Mais il n'y a aucun rapport à la ville, il n'y a aucun rapport à l'espace extérieur. Chez Fernand Pouillon, il y a plein de déterminations différentes. Ici, il y a la volonté monumentale, en se disant, je vais parler aux plus pauvres de chez les plus pauvres. Et justement, pour une fois, je vais faire un monument parce que c'est les plus pauvres des plus pauvres. Sinon, le fait de faire un monument dans l'habitat,
c'est pas forcément pertinent. D'ailleurs, quand il va faire Marseille, il va faire l'inverse, il ne va pas faire un monument. Donc là, il fait un monument qui est un axe symbolique, en disant ben, les plus pauvres des plus pauvres, je vais leur donner un monument, mais ce n'est pas simplement un monument dans le genre on va être respectueux face à une belle façade, etc. Non. La différence qu'il a aussi avec les modernes, c'est que l'image du plan, l'image vue d'avion, ou le parachutage d'un bâtiment dans un site sont complètement étrangers. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'utilisateur, soit celui de l'habitant, celui qui parcourt les espaces. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive, je traverse un espace urbain? Espace urbain, c'est un mot compliqué pour dire la rue et la place pour lui. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre chez moi? Qu'est-ce que je vois? Et donc, c'est la pratique du regard au niveau du piéton. C'est assez important, hein, parce que moi, j'ai mes études d'archi, j'ai fait de l'urban design. Sur un carton, on faisait un truc un peu un tableau à la Kandinsky, sauf qu'un point, c'était une tour de 30 étages, et puis le trait derrière, c'était une grande barre. Alors, c'était quand même, voilà, c'est n'importe quoi, il faut bien reconnaître. Donc, ça a donné aussi beaucoup de ZUP, une politique des années 60 assez terrible, qui a donné quelques raisons de révolte aux étudiants en architecture. Nos maîtres avaient vraiment construit des choses pas possibles, en plus ou moins justifiées par le mouvement moderne. Évidemment, on en était loin, mais quelque part, il y avait quand même des parentés. Donc Pouillon, c'est exactement l'inverse. Alors, il veut créer des lieux où les gens qui sont là-dedans... Alors, la manière dont il travaille, c'est intéressant d'ailleurs. La plupart du temps, nous, quand on fait des projets, on regarde beaucoup des revues d'architecture, voir ce qui se passe par-ci, par-là. On dessine beaucoup pour arriver à une solution. Lui, il faisait l'inverse. Les revues d'architecture, je ne savais pas ce que c'était. Il a été viré d'ailleurs de toutes, y compris l'architecture aujourd'hui. Donc, les revues d'architecture, ce n'est pas son truc. Mais il dessinait très peu. Par contre, il parcourait le programme, comme il disait. Il parcourait. Il visitait très attentivement le site, et après, il essayait de se faire habiter par des visions intérieures de ce qu'il avait envie de projeter. Quel espace? Quel espace, c'est aussi... quel sol? Le sol très important. Il dit que c'est la 5e façade, le jardin. Quand j'arrive sur le bâtiment, j'arrive avec quoi? Avec un espace dur, avec la végétation, avec un palmier, avec le vent. Il essayait d'intégrer la chaleur, l'odeur, tous ces éléments-là, qui fait que quand intérieurement il avait vu des choses qui lui plaisaient, alors il se mettait à dessiner. Il se mettait à dessiner. Mais il dessinait, il faisait des petits croquis d'ambiance où il disait je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il donnait ça à son cabinet de dessin où il n'y avait pas d'architecte. Parce qu'il y a toujours des bonnes âmes qui disent oui, mais c'est d'autres qui dessinaient. Non, pas du tout, c'est lui qui dessinait tout. Il avait une 50aine de personnes, mais pas d'architecte. Et donc il les faisait mettre au point. Il passait et il disait oui, ça, non. Alors après, il y avait une logique du dessin, mais qui venait après coup. On ne commence pas par le dessin. On commence où est-ce qu'on veut aller. Et donc, une fois parti dans le sud algérien, il a nié son travail avant parce qu'il pensait insuffisant, trop banal. Alors là, c'est peut-être un peu exagérément magique, mais il a vu comment il pouvait résoudre ce plan pentu vers la mer, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors là, hanté par aussi évidemment des bâtiments historiques anciens, que je vous montrerai peut-être tout à l'heure si on a le temps, et puis par une analyse aussi assez fine de qu'est-ce qu'il pouvait faire comme habitat d'une manière très simple pour résoudre le problème d'extrême pauvreté de ces gens-là, alors il va faire ce bâtiment. Alors récemment, que je me suis un peu intéressé à Fernand Pouillon, j'ai découvert une chose importante, c'est que le Festival panafricain de 69, c'est-à-dire 7 ans après la fin de la guerre d'Algérie, est un festival extrêmement important, puisqu'on va réunir tout ce que compte l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le Maghreb et l'Afrique noire, qui aujourd'hui ne s'entendent pas toujours très bien. Mais ça veut dire réunir tout ça. Ça veut dire réunir les musulmans, réunir les animistes, les chrétiens, les noirs, et tout ça ont des logiques différentes, des cultures différentes. Et on va les faire se causer à l'intérieur de ces festivals panafricains. Ça va être un festival international aussi. On va faire venir des Américains. Archie Shepp va venir jouer. Et Myriam Makeba, qui représentait l'Amérique du Sud, va y venir jouer également. Et donc c'est une grande liesse absolument incroyable.
C'est-à-dire tout Alger va être investi, enfin du moins tous les lieux investissables, les grandes places, les rues, etc. Et les bâtiments de Pouillon, évidemment, vont être investis. Parce que ce grand rectangle où justement il n'a rien mis, c'est un support, on peut faire tout, on peut faire plein de choses. On peut installer un marché, on peut jouer au foot, on peut amener un théâtre. Il y a une voirie, il y a une vraie voirie qui rentre là-dedans. Et évidemment, ce festival qui est une explosion d'énergie, une explosion de joie, va se trouver là-dedans. C'est un très bel hommage qui a été rendu à Fernand Pouillon de montrer que cette énergie fantastique a pu se déployer dans ces lieux, ce qu'elle n'a absolument pas pu faire dans la Biscotte ou dans le bâtiment de Miguel, puisqu'il n'y a pas d'espace extérieur, on ne peut évidemment pas danser sur les routes. Et là, les espaces, ils sont faits. Alors, il a fait 3 grandes réalisations, Dia El Massoul, Dia El Sada, et ça, du temps de l'Algérie française. Ça s'est déroulé dans les 3 lieux, mais je vous montre juste celui-là, parce que le temps presse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit montage très court, 2 minutes, d'un documentaire de William Klein, qui lui a filmé pendant plus d'1 heure, et qui a fait un formidable film qui rend compte de ça. On s'en a pas beaucoup parlé à Paris, mais c'était quelque chose qui était très important pour l'Algérie. À l'époque, je vais vous montrer le court extrait. Ah ah. J'ai besoin d'un technicien. Il ne veut pas s'ouvrir? Chez moi, il s'ouvre. Cliquez dessus. Alors attends, il faut revenir au truc. C'est celui-là, là, en principe, qu'il faut s'ouvrir. C'est une vidéo, c'est quoi? C'est une vidéo. Tu sais s'il y avait la vidéo avec... La vidéo est déjà dans le lien. Elle est où? Elle est là? Oh, elle est bien cachée. Non, ça va être celle de... Non, c'est pas chez moi, là. Je laisse faire les pros. On en a plusieurs ou pas? Alors, dans ce cas-là, celle-ci. Vous pouvez éteindre la lumière, peut-être? Mariam Makeba. Il s'agit d'un village où une femme est reine. Elle n'admet absolument pas que ces jeunes personnes soient approchées par des hommes. Mais bien sûr, on ne peut pas empêcher le jeune homme de se rapprocher de la jeune fille. Celui-là, là. Donc, des fois, dans l'architecture, ça vit. Et là, ça vivait vraiment.
puisque dans cet espace atemporel, on ne sait pas s'il est moderne ou pas moderne, mais c'est un espace. Et là, il y a tout d'un coup un conteur africain qui arrive et qui dit, en plein pays musulman, je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire du désir entre les hommes et les femmes. Et on a beau essayer de le nier, ça se passe toujours. Et ça se passe là, ce qui est assez incroyable. Aujourd'hui, ça ne pourrait plus se passer. Il y a eu un autre festival 40 ans plus tard. Et le festival, c'est devenu beaucoup plus en ordre. Il faut dire qu'à la suite de ça, on a connu une période de guerre civile assez terrible en Algérie qui oppose l'islam et l'islamisme. Et l'islamisme, il n'est pas loin. Et donc, ce genre d'image serait impossible aujourd'hui. Mais à l'époque, ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse voir ça dans ce type d'espace, parce que cet espace, il est fait pour que ça vive, il n'est pas fait pour qu'on le voit. Ce n'est pas une symétrie ou un ordonnancement fictif de respect, c'est une idée de pratique. Pratique de l'espace, comme on dit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut enlever ça? Ah, mon assistante. Revenir sur le... Voilà, c'est bon. C'est super. Après, je vous laisse reprendre. Parfait. Alors, voici la bête. Donc, c'est une cour importante qui fait 233 par 38 mètres. Au départ, on l'appelle Climat de France, parce que c'était une politique française, libérale, soutenue par Chevalier et d'autres gens, pour donner une dignité à l'habitat, y compris l'habitat aux Algériens les plus pauvres. On ne peut pas dire que tout ça, c'est une manipulation politique, peut-être, mais en tout cas, il y a des gens sincères qui travaillaient par rapport à ça. Et donner de la dignité au lieu, donner aussi de la durabilité au lieu, c'était pour Pouillon construire en pierre. Alors ça aussi, c'était pas moderne, mais alors pas du tout. Tu construisais en pierre, c'était ringard, réactionnaire, etc., etc. Il a construit en pierre parce que, d'abord, vu la quantité qu'il y avait, il passait dans un budget de pierre sans problème, notamment parce qu'avec son ami Marcereau, il avait mis au point ce qu'on appelle la pierre industrielle, ça veut dire savoir scier la pierre facilement. Et il faisait venir par bateau des blocs d'1 mètre cube. 1 mètre cube. Donc pour construire des colonnes qui sont des empilements de blocs d'1 mètre cube, c'était pas très difficile. Et vous voyez cette photo que j'ai prise là, comment ça marche? Voilà, cette photo que j'ai prise moi, une trentaine d'années après la construction. Vous voyez la pierre, comment ça vieillit? Vous voyez, regardez. La pierre vieillissant, même sans entretien, même avec pas mal de choses catastrophiques, et aujourd'hui on est vraiment dans le catastrophique, eh bien la pierre, en vieillissant, elle s'améliore. C'est l'effet des ruines romantiques, elle s'améliore. Alors que le béton s'améliore rarement. Surtout le béton commun. Encore le béton travaillé à la petite cuillère très cher, oui, mais le béton qu'on ne sait pas très bien faire dans des bas prix, il vieillit en devenant gris sale, et les architectes, ils trouvent ça encore pas si mal, mais les utilisateurs, généralement, ils voient ça avec un côté très négatif. Donc cette pierre, elle va faire changer de nom le bâtiment. C'est les Algériens qui vont appeler 200 colonnes. Il y a vraiment 200 colonnes. Et pour eux, 200 colonnes, c'était pas ridicule. Justement, 200 colonnes, ça veut dire qu'ils habitaient dans un palais. Et maintenant, je ne sais plus, mais à l'époque, on demandait à un gamin qui jouait là-dedans, et alors, c'est bien ce bâtiment? Tout de suite, il disait, oui, c'est Fernand Pouillon qui l'a construit. Alors, j'étais assez scié de voir que un gamin ou un adolescent connaisse le nom de l'architecte qui a construit les choses. Donc, Fernand Pouillon, c'est quelqu'un qui est devenu très connu parce qu'il appréciait et aimait, y compris, évidemment, après la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'en sortant de prison, il va travailler en Algérie pendant longtemps, et c'est un ami de Boumedienne, Boumedienne étant celui aussi qui a organisé ce festival panafricain. Alors, si Pouillon n'a pas de méthode, il a quand même des logiques importantes. Une des logiques importantes, c'est ne déléguer jamais la structure. On ne peut pas faire une forme, puis après dire, mais les ingénieurs, ils se débrouilleront pour faire tenir ça. Non. Dessinons quelque chose qui a un rapport avec la structure. Un de ces livres de chevet, ce n'était pas un livre théorique récent, c'était Choisy. Et chez Choisy, on explique, parcourez-le, l'histoire des techniques. Comment est née la coupole, comment est née la voûte, quelle est la logique de la pierre, quelle est la logique de la brique.
il y a une logique entre le matériau et la forme. Il croyait beaucoup à ça. Et il dit, c'est pas, sur des choses un peu complexes, bien sûr qu'on peut se faire aider par des ingénieurs. Bien sûr. Mais, il l'a fait. Mais on ne doit pas déléguer en disant c'est son problème. Non, c'est votre problème de structure formelle. Et après, l'ingénieur, soit s'il est très bon et vous amenez des idées complémentaires, ou soit il va affiner par le calcul ce que vous êtes en train de faire. Alors, donc ce bâtiment, il utilise à la fois la pierre dans sa colonnade extérieure, donc qui est là, la colonnade qui est ici, et il prend la brique aussi, à l'intérieur, qui sont deux matériaux, ce qu'il appelle des vrais matériaux. C'est la brique massive, la pierre massive. Ce qui fait que 30 ans plus tard, malgré le fait que ce n'est pas entretenu du tout, ça reste. Et il construit ce qu'on a appelé la façade épaisse après coup, mais pour lui, la façade épaisse, c'est un espace interstitiel qui permet à la vie de se développer, puisque la façade de devant va protéger la façade arrière, c'est pas ça du tout qu'il fallait faire, pardon. Dans cet espace interstitiel, au rez-de-chaussée, on va trouver des boutiques qui sont donc protégées, et les façades seront protégées du soleil par rapport à l'extérieur, et puis on va tendre un certain nombre d'espaces extérieurs, de petites terrasses qui vont prolonger les logements. Alors là, j'ai trouvé un document un peu difficile à trouver, c'est le plan des maisons. Alors en plus, c'est un peu illisible, malheureusement. Mais le plan, pourquoi ce plan, il est particulièrement malin? Parce qu'il est extrêmement simple. Il va être répétitif parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour construire. Et là, vous voyez, dans une cellule qui est ici, on voit déjà qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Avec un tout petit sanitaire, une cuisine, un petit coin repas. Tout ça est tout petit. C'est tout petit, mais c'est mieux que la tôle ondulée et vivre dans la gadoue. Donc les premières personnes qui sont rentrées là-dedans sont extrêmement contentes. Maintenant, les phénomènes de paupérisation fait que, par rapport au public prévu, ça a doublé ou triplé. Et maintenant, évidemment, ça devient un peu l'enfer parce qu'il y a une surpopulation et une population qui se révolte et pose problème, évidemment. Mais alors, à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un plan très répétitif qu'on retrouve tout le long. Et c'est un plan simple à construire, simple à concevoir. Il a pris un module, une trame. Alors, il ne prend pas toujours la même. Là, je pense que c'est 60. Et cette trame, elle est particulièrement astucieuse. Pourquoi? Vous voyez que tous les éléments, elles sont des cloisons semi-porteuses, sont sur la trame. Donc, ça veut dire que même avec une manœuvre peu qualifiée, on prend le plan, on dit, ah ben, on pose le truc ici sur la trame comme ça. Donc, ça devient extrêmement simple. C'est un jeu de mécano très simple. Et puis, il a introduit des choses très importantes sur le confort climatique. Il fait une grosse gaine au centre, là. Une grosse gaine ouverte dans laquelle on peut accéder. Et il va résoudre tous les problèmes de plomberie là-dedans, donc les cuisines et les sanitaires, tout ça descend dans une seule gaine, visitable, ou quand il y a un problème. Et cette gaine, c'est en même temps un puits thermique. On va va permettre à l'air de s'échapper par le haut. Et dans toutes les ouvertures, qui restent des petites ouvertures, il y a au-dessus des ouvertures des entrées d'air qui permettent à l'air de circuler assez largement. Plus le fait que les logements sont traversants. Ce qui est très important, parce que c'est vrai que la nuit il fait plus frais, donc on ouvre tout, ça ventile tout. Et le jour, quand il fait chaud, on ferme tout, c'est assez simple. Les façades ont une certaine inertie, et les ouvertures restent petites. Moi qui ai fait beaucoup de jurys comme conseiller de l'État, j'ai assisté à beaucoup de jugements dans les pays du sud de la France ou d'ailleurs, et j'étais frappé à l'époque par une espèce de logique de pensée moderne, c'est vitré. Et on faisait des bâtiments modernes très vitrés. En disant, oui, mais il y a les brise-soleil, oui, mais il y a la clim. Enfin, tout ça, vous imaginez que ce n'est pas trop durable. Un bâtiment qu'il faut faire vivre avec la clim, aujourd'hui, voilà. Mais à l'époque, pas de problème. Et s'il y avait des problèmes, parce que même avec la clim, c'est difficile quand vous avez des bâtiments. Moi, j'ai vu des bâtiments publics avec des grandes baies vitrées, des verrières vitrées, etc. À Marseille notamment. Alors après, je ne vous raconte pas le budget de nettoyage des vitres, le budget du chauffage, le budget de l'entretien. Ça devient délirant. Donc Fernand Pouillon, il a dit, moi j'utilise la pierre, là-dessus vous me critiquez, je suis sûr que ma pierre rendra de bien meilleurs services que votre béton. Il a dit ça il y a 30 ans. Et c'est un peu vrai, parce que c'est même totalement vrai, parce que ce bâtiment, bien qu'il ait beaucoup souffert, garde une certaine pérennité. On ne détruit pas une pile d'un mètre, avec des blocs qui font 1 mètre cube chacun.
Alors que nous, on a fait plein de bâtiments. Le béton brut, on ne sait pas le faire, donc on faisait un béton ou autre chose qu'on recouvrait avec beaucoup de choses de perlimpinpin, de la pierre pelliculaire, du carrelage, de la plaquette. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Au bout d'un moment, ça tombe. Vous avez vu, dans beaucoup de bâtiments, il y a des filets, il y a des recours aux assurances, ça coûte très très cher. Alors quand vous faites une pierre massive ou une brique massive, ça ne tombe pas. 30 ans plus tard, vous voyez, ça fonctionne. Alors il y a des choses à refaire, mais c'est la plomberie, c'est le ceci, c'est le cela, le second œuvre. Mais la logique interne est telle que ça reste simple. Donc vous voyez que dans ces bâtiments, il y a un plaisir de vivre là. C'est-à-dire que pour une fois, les gens qui habitent, les pauvres de chez les pauvres qui habitent là-dedans, ils étaient fiers d'habiter là. Et cette fierté n'était pas simplement une fierté de confort. C'est pas, tiens, j'ai l'eau courante et un WC chez moi. Il y a aussi le fait qu'il y a une dignité dans cette cour qui est absolument extraordinaire. Et les gens qui sont dans cette cour la pratiquent de 1000 manières différentes. Notamment les ados, alors ils mettent deux buts, ça vient le foot, mais c'est plein d'autres activités. J'étais content de vous montrer le festival panafricain, parce que là, on voit toute l'africanité qui reprend possession de la chose. Alors, la coupe est intéressante aussi, qui est ici. C'est un terrain très, très pentu. Et donc, la biscotte moderniste était à contre-pente, comme ça, pile dans la pente. Une architecture de parachutiste, disait Fernand Pouillon. Il n'y a pas tellement de tort, parce que Le Corbusier lui-même dit « Non, non, ne modifiez pas mon implantation, parachutez-la ». Dans ce cas-là, il a fait l'inverse. Il a fait cette grande esplanade n'est pas orientée nord-sud, elle est orientée, elle vient prendre sa place comme une courbe de niveau dans la pente. Dans la pente. Donc elle est toute plate. Il y a une entrée camion, et aussi pour des raisons de sous, il n'y a rien dans cette place. Mais comme il n'y a rien, on peut faire plein de choses. On peut faire le théâtre, on peut organiser des choses. Il n'y a rien, et ce n'est pas très important qu'il n'y ait rien, parce que la bordure par la colonnade est tellement forte, tient tellement, qu'il y a quelque chose quand même. Alors ici, vous avez... Ah, je suis trompé. Ici, vous avez... voilà. Vous avez ici le début de la colonnade en pierre, très forte, puis derrière, un peu plus haute, vous avez cette façade en briques, mais qui est une façade très dessinée également. Les arcades de rez-de-chaussée, où il y a plein de petits commerces qui vont se dérouler, et puis ces structures d'étages, ces bâtiments qui eux-mêmes vont être peu percés, et c'est logique. Next. Alors, ça c'est des références possibles. Fernand Pouillon, il n'a pas une référence, il ne peut dire « Ah tiens, j'ai vu un truc super, je vais faire comme ça ». Non. Mais comme il a beaucoup voyagé et qu'il adore l'histoire de l'architecture, il a des références dans sa tête. Aucune n'est citée littéralement. Mais vous voyez, Der El Bahari, qui est le temple funéraire, j'arrive jamais à le prononcer, Hatshepsut, 15e siècle avant Jésus-Christ. Important parce que c'est une femme très... une pharaon qui a régné et qui avait un règne important. Donc si on vous rend des fois justice aux femmes, c'en est une. Cette reine était extrêmement importante et c'est elle qui a décidé de faire ce temple. Dans un très beau site, vous voyez le site qui est ici. Bon, alors, c'est pas un close, c'est pas une chose fermée, mais là, il y a une force de la colonnade, il y a une force de la pierre dont on peut trouver quelque part une filiation. Il y en a d'autres. Ça, c'est le Médane d'Isfahan. Vous savez que Fernand Pouillon fréquentait l'Iran, était même le Shah d'Iran, ce qui aujourd'hui, évidemment, est infréquentable, mais il fréquentait le Shah d'Iran et il avait une agence là-bas. Donc, il connaissait le Médane d'Isfahan. Il n'a pas voulu refaire le Médane, on n'est pas dans la même échelle. Le Médane est très très grand, 560 par 160, il est 7 ou 8 fois plus grand. Et donc l'enjeu n'est pas pareil. Sauf que le fait d'inscrire dans la ville un grand rectangle, c'est une manière de poser symboliquement un certain nombre de faits, de choses. Alors en l'occurrence, c'est les pouvoirs, avec le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir commerçant. Et donc c'est une autre échelle. Mais quand même, il y a une référence. Plus près de nous, vous pouvez voir le Palais Royal, donc la dimension d'extension date du XVIIIe, avec une dimension de 100 par 200. Mais Dieu sait si Fernand connaissait bien Paris, il aimait bien Paris. C'est qu'à un moment donné, dans une ville, on a le droit d'inscrire un rectangle qui va devenir un lieu de vie, pour plein de raisons. C'était un lieu de vie important dans la Révolution, ça l'est encore aujourd'hui. Continuons.
Est-ce que j'ai 5 minutes pour parler de... 2 minutes pour parler de Marseille? Alors, il y a 6 diapos, je vais aller très très vite, je savais que j'allais déborder. Bon. J'ai trouvé un document qui est assez intéressant, là, récemment. C'est un bout de journal de Marseille qui date de 51. 51, c'est la grande opération qu'a fait Fernand Bouillon et qu'il a lancé comme un architecte à une certaine échelle. C'est pour ça que le maire d'Alger est venu le trouver, parce qu'il avait vu Marseille, il dit quand même, c'est quelque chose. Et il commençait à se méfier du mouvement moderne qu'il n'aimait pas trop. Et donc, il a demandé à Bouillon de venir. Alors, Marseille, c'est un truc extraordinaire. Il s'agissait de reconstruire tout un front de Marseille. Et ce front, il y avait un débat en France. Comment on reconstruit? On fait vraiment une architecture moderne, comme à Toulon, avec Mailly? Est-ce qu'on fait une architecture ancienne? Est-ce qu'on recopie la ville comme à Saint-Malo? Donc c'est un vrai débat. Et il y a un projet qui était parti, un projet pas terrible, celui-là. C'est le projet d'un... comment il s'appelait celui-là, je ne sais plus. Lecomte, André Lecomte. Alors voilà le projet qui est fait ici, qui est un front uniforme. On ne peut pas dire que ce soit très intéressant. Alors le commentaire vaut quand même son pesant de cacahuètes. Dans le commentaire, il dit « Le projet d'André Lecomte forme un tout harmonieux qui convient au site. Le projet, donc le projet de Pouillon, tel qu'il est exposé au stand du MRU, avec ses 4 socles isolés, est du plus pur style caserne. » Donc Pouillon, caserne, bas, caca, et Lecomte, ça, c'est bien. Donc vous voyez qu'à travers la presse, il y a des manipulations quand même éhontées, parce qu'aujourd'hui, ça fait sourire, il n'y en a plus un qui soutiendrait une chose pareille. Donc le côté harmonieux de Lecomte, franchement, même en étant sympathique, voilà, on ne voit pas très bien ce qu'il y a. Pouillon fait l'inverse. Pouillon, il dit, mais je ne veux pas mettre une barre uniforme qui cache le vieux port, je veux au contraire inscrire des perméabilités. Alors, vous voyez qu'il y a des, on ne les voit pas très bien là, mais il y a des césures, ici, là, là, qui fait qu'il y a à la fois un front et une perméabilité. Et il fait un truc génial, alors qu'on est déjà au premier étage, donc c'était construit. Ils disent, OK, ce qui est construit, je le garde, mais je vais créer une avancée en pierre de 4 mètres, là, ici. Il va faire une avancée de 4 mètres qui va lui permettre de faire en dessous les boutiques et au-dessus des loggias fantastiques qui vont agrémenter l'appartement. Il faut savoir que l'esprit du lieu de Marseille, c'est Notre-Dame de la Garde, c'est le Mistral et c'est la chaleur. Donc, comme il connaît bien Marseille, il va répondre à tout ça. Il va faire une passade épaisse qui va être un prolongement très efficace du logement. Il sera une vraie protection par rapport au soleil. En plus, il le fait à travers des caissons en staff qui fait qu'on va voir cette structure va rester apparente. Et donc, cette avancée, ça va être le sel de son projet. Il le construit en pierre massive, en disant, je sais que dans 30, 40 ans, la couleur de cette pierre, assortie à la mairie qui est juste à côté, va donner un aspect du vieux port qui ne sera pas dégradé. Je continue. Voilà les césures en question. Quand vous êtes derrière le vieux port, vous voyez, quand on s'arrête, eh bien, on cadre des choses extrêmement importantes, qui est le vieux port et Notre-Dame de la Garde. Et dans ces logements aujourd'hui qui prennent de plus en plus de valeur, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, je suis parti. Ah oui, ça c'est marrant. C'est Perret et Pouillon qui est dans le fond. Et là, vous voyez ce dont je vous parlais, c'est-à-dire les caissons en staff qui lui permettent de couler sa dalle de béton, et au décoffrage, il les garde telles quelles, il montre la structure, et la finition, elle est finie. C'est des caissons soit en staff, soit en terre cuite, ceux-là sont en terre cuite, donc ça ne bouge pas. Et donc toutes ces structures-là, elles restent. Voilà la tête d'un logement, là c'est un bureau de vente, n'est-ce pas? Voilà à quoi ressemble un logement de Fernand Pouillon. Vous voyez, toujours pareil, vous voyez ici la structure du plafond, cette loggia convaincante qui est quand même un vrai lieu de vie, un vrai lieu de protection, et la mise en scène de Notre-Dame de la Garde. Aujourd'hui, tous les Marseillais disent ben, si je peux avoir un logement là, je suis content. Voilà, eh ben, j'en ai terminé.